Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. À une semaine de la première journée de Serie A, nous vous présentons la nouvelle saison milaniste en revenant comme toujours sur le mercato, en proposant une équipe type et en annonçant nos ambitions pour le Milan, le tout avec Aristip, Nico et Erko. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Bonjour. Aristip, Coupe du Monde oblige, nous démarrons plus tôt que d'habitude et nous attendons impatiemment ton avis sur ce qui s'est passé ou pas ces 2 derniers mois. Effectivement, pour faire un petit briefing sur ce qui s'est passé cet été, qui a été finalement assez calme, hein. On a eu effectivement les nouveaux propriétaires qui ont racheté le Milan. Je parle bien de Redbird, donc qui est un groupe financier américain et qui a racheté le 1er juin 2022 Milan à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Donc voilà, on a eu un closing qui a mis un peu de temps, avec des pistes mercato qui ont mis aussi du temps à apparaître et du temps à être conclus. Mais voilà, on a quand même, disons, effectué quelques arrivées, donc certaines de l'année dernière. Je pense notamment à Messias, pardon, où on a levé l'option d'achat. Je pense à Adli, qu'on avait acheté l'année dernière à Bordeaux pour 9-10 millions d'euros, mais qu'on avait laissé à Bordeaux. Je pense au rachat aussi intégral de Florenzi pour 2,5-3 millions d'euros. Et enfin, le grand achat, finalement, le numéro 10 qu'on cherchait depuis longtemps. Et ça fait quand même 2-3 mois, et je me suis plaint d'ailleurs, et j'étais pas le seul sur les réseaux sociaux d'ACM Zone, parce que je trouve qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à conclure ce transfert. C'est le Belge Charles de Ketelaar. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Non mais je crois qu'on n'est pas loin, il faut rouler le R mais je crois que c'est pas loin de ça. Ok, très bien, je dirais, ou CDK, on peut l'appeler aussi si c'est trop compliqué. Mais voilà, le Belge qu'on a réussi à conclure pour 30 millions plus 4 bonus, ou 31 millions plus 4 bonus, après de longues négociations et de longs allers-retours avec Maldini et Massara à Bruges. Il y a eu deux, trois réunions faciles pour conclure enfin cet achat, et on a réussi à l'avoir, à le faire définitivement. Je crois que c'était la semaine dernière à peine. Donc voilà, c'est tout récent. On a aussi les retours de prêt de joueurs intéressants, hein. Je pense notamment à Pobega, sur lequel on pourra sûrement compter cette année, puisqu'il vient de renouveler son contrat, et il est lié à Milan jusqu'en 2027. Donc ça montre qu'on compte aussi sur lui, et moi je trouve ça très intéressant, parce que depuis le départ de Kessie, on pourra avoir, pour moi, le renfort au milieu de terrain, il est ici. Et enfin, il y a aussi des transferts à titre gratuit. Je pense notamment à Origi, qui est une bonne pioche, hein, en provenance de Liverpool. Et d'autres départs, comme notamment on peut noter Plizzari, qui est parti à Pescara pour 200 000 euros à peu près. Très bien, alors on va demander à Nico si ça lui convient. L'effectif ne bouge pas beaucoup et on a pu voir que ces dernières années, au final, on a commencé à gagner quand on a gardé à peu près le même socle. On a perdu Kessie, Kessié qu'on savait depuis un petit bout de temps. C'était un peu comme Donnarumma et Çalhanoğlu l'année d'avant. On garde notre base derrière, notre base devant. J'avoue, l'arrivée du numéro 10 belge, pour moi, avec ce qu'on a entendu sur lui, futur prodige, on va attendre de voir, mais il y a quand même de très grands espoirs derrière ce joueur. Je pense que très rapidement, il est censé prendre la place de Brahim Diaz en poste de numéro 10. Le problème, c'est que moi, je pensais qu'on allait recruter un ailier droit. J'ai vu le nom de Ziyech, qui était apparemment c'était très chaud pour se faire, mais vu que les finances ont toutes été mises pour le numéro 10 belge, il reste plus grand-chose, donc il va falloir un départ de l'autre belge, Makers, pour peut-être finaliser l'arrivée de Ziyech. Bon, le mercato est encore loin d'être fini, des fois il y a des surprises, mais bon, si on reste avec Messias, Makers, je trouverais ça dommage qu'on ne se soit pas renforcé à ce niveau-là. Pobega vient pour l'instant remplacer Kessié numériquement. Voilà, j'espère qu'il sera quand même au niveau de notre ancien numéro, j'ai oublié son numéro de l'Ivoirien en tout cas, qui était chez nous avant. Maintenant, devant, on va tourner la saison avec le renouvellement d'Ibrahimovic qui reviendra pour le mois de janvier, un Giroud qui, bon, en tout cas, est en pleine bourre en cette pré-saison, et Origi, où j'avoue que je ne connais pas trop ce joueur, qui était le super sub de Liverpool, mais bon, j'ai du mal à imaginer qu'un super sub à Liverpool puisse avoir une part aussi importante pour le Milan, dans notre jeu en tout cas, donc à voir. Après, on a raté Sven Botman car Lille a demandé plus d'argent que prévu, et Renato Sanchez aussi qui devait se faire, qui est allé au PSG. Bon, à voir. Moi, en défense, en tout cas, ça me fait pas peur de rester sur Tomori, Kalulu, Théo et Calabria. Et en remplacement, Florenzi, Kier qui revient, et Matteo Gabbia qui, pareil, pourrait peut-être partir si un autre défenseur arrive. Mais j'avoue que ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on ne veut pas garder Matteo Gabbia en tant que quatrième défenseur. Et après, au milieu, on a toujours les mêmes. Hein. Tu Paire au nous fais milieu. l'équipe type tout de suite alors que c'est la deuxième partie de l'émission, mais c'est pas grave. Hein.
Non, mais voilà, mais faut dire que ça n'a pas trop bougé. Voilà, je pensais quand même qu'en terminant premier, il y aurait peut-être un peu plus de renfort au niveau de la qualité et que, je vais pas dire qu'ils crament le budget mercato, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus d'argent dans les caisses du club. À part De Ketelaere, franchement, il y a pas de grand nom qui est arrivé ou de très grand espoir. On mise beaucoup sur Adli quand même, qui a quand même fini 19e championnat avec Bordeaux. Enfin, c'est pas sa faute à lui, hein, mais voilà, il était dans un club qui a joué, qui est descendu en Ligue 2. Pobega qui a pas mal joué ces 2 dernières années en Italie, mais bon, qui n'était pas non plus un titulaire. Ça reste un jeune joueur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le front de l'attaque et ce poste d'ailier droit Moi, j'ai envie que le Milan rejoue le titre, en fait. Après, bon, on a été champion avec quasiment le même effectif. Mais voilà, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un peu plus voilà, de talent qui aurait été acheté pour nous, en tout cas, pour cette année. Alors parmi les joueurs qu'on a ratés, parce que le Milan cherche activement un milieu de terrain paraît-il, je signale quand même que l'agent de Fratesi l'avait proposé au club au cours de l'été, et je pense que rater Fratesi est une grave erreur, grosse faute professionnelle. Erko, on va démarrer par ton avis bien sûr, mais est-ce que tu peux s'il te plaît nous prononcer le nom de notre fameux numéro 10 belge? Écoute, personnellement, on prononce, enfin ici, dans moi en tout cas, tout ce que je connais, c'est comme ça, c'est De Ketelaere. Donc c'est De Que, tu vois, De Ketelaere. Et De Ketelaere, donc tu dis, hein. J'ai entendu qu'il roulait le R, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on Ouais, mais ça, s'habitue. c'est avec l'accent flamand qui est différent que moi je n'ai pas en tout cas. Donc, D'accord, très bien. Alors ton avis sur ce mercato? ben, disons que personnellement, voilà, mitigé dans le sens où j'attendais pas beaucoup de titulaires parce qu'à part un meneur de jeu et un ailier droit, je trouve pas qu'on en avait forcément besoin. On avait surtout besoin d'une deuxième équipe solide, donc des remplaçants de qualité. Je suis un peu déçu pour le moment, c'est on n'a pas l'air de viser un ailier droit, alors que c'est encore une grosse priorité et ce serait une erreur de mettre De Ketelaere en tout cas à ce poste-là pour toute la saison, parce que c'est un poste où il a joué moins de 10 fois sur 2-3 ans à Bruges. Donc, je pense que ce serait une grosse erreur de miser là-dessus. Et deuxièmement, ben, c'est un poste qui manque de qualité. Et que si, entre Salemaker, c'est pour l'instant Messias qui a l'air de partir un petit peu favori sur le Belge, vu que comment, la façon dont Pioli joue pour l'instant en pré-saison, ben, ça a l'air d'être le Brésilien qui a l'air plus en réussite et qui a plus ses faveurs du coach, même si on sait que ça peut vite changer. Sinon, globalement, oui, j'attendais quand même peut-être un grand nom aussi au milieu de terrain, mais si c'est pour avoir un milieu de terrain comme Renato Sanchez, qui pour moi n'est pas meilleur ni que Tonali ni que Benacer, tu n'en as pas forcément intérêt. Donc oui, le mercato a quand même été fait de manière intelligente. On sent quand même que c'était des dirigeants quand même réfléchis, ils n'ont pas acheté pour acheter. Je trouve pas spécialement moyen, vu que voilà, les joueurs ont été ciblés, même si on a eu de la chance que Botman ne vienne pas, parce qu'on n'avait absolument pas besoin d'un défenseur à 35-40 millions d'euros. J'ai été soulagé de devoir signer à Newcastle, parce que je suis persuadé que s'il devrait signer au Milan, ben, on n'aurait jamais eu De Ketelaere, et c'était un joueur qui était quand même plus important pour nous. Donc oui, non, pour l'instant le mercato me convient, mais j'attends un petit peu plus pour la fin de mercato. Et ce serait pour moi un mercato à moitié raté si on ne reprend pas un ailier droit. Tant de poste, c'est une vraie grosse faiblesse justement du côté du Milan. Alors avant de passer à l'équipe type, je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'acquisition du club, non pas par un vrai investisseur, par un vrai président, dirigeant, etc., hein, comme Comiso l'était à la Fiorentina par exemple, mais par un fonds d'investissement une nouvelle fois. Nico, est-ce que ça te fait plaisir finalement que se succèdent au Milan les fonds d'investissement? Malheureusement, c'est le foot d'aujourd'hui qui est comme ça, hein. Je sais que ce club, Redbird, je crois qu'ils ont ils détiennent Toulouse. Ils sont actionnaires minoritaires aussi, je crois, à Liverpool. Et tout ce qu'on a dit sur le fonds Elliott, quand ils ont récupéré le club, au final, c'est eux qui ont redressé depuis je ne sais combien d'années le Milan et qui ont quand même mis, au final, qui ont pris Maldini pour enfin le mettre dans la dirigeance. Donc, je vais attendre de voir ce qu'ils vont faire et on jugera ensuite. Moi, je t'avoue, voilà, c'est ce que je dis sur la première approche. J'ai été un peu surpris que le budget mercato soit si peu important. Après, bon, je pense que c'est aussi une stratégie de ne pas dire on a des millions à dépenser à tout va. Mais entre ce que rapporte un titre de champion, le club, en plus, a affiché ses chiffres qui ont été très bons au niveau merchandising depuis que ça va mieux, vu qu'il y a un retour d'affluence des supporters, les supporters consomment et achètent des maillots, du merchandising. Et derrière, tu te fais racheter par une entité qui est capable de te racheter à 1 milliard d'euros. Automatiquement, il doit avoir un peu plus d'argent. J'aurais pensé qu'ils allaient investir un petit peu, sans dire 300 millions, mais voilà, dire on a ciblé qu'il manque un numéro 10 dans cette équipe. Voilà, on l'a c'est résolu avec le Belge.
il manque un ailier droit et on va prendre peut-être un milieu de terrain pour pouvoir faire tourner parce que la saison va être longue si tu joues le titre et que tu veux ne pas être ridicule en Champions League. Et malheureusement, voilà, pour l'instant, ça a été fait vraiment comme s'il y avait personne qui avait investi, comme si Milan avait encore un peu des problèmes d'argent. On fait très attention à ce qu'on dépense. C'est juste ça qui me surprend un peu. Mais bon, on verra pour la suite et on va voir les faits et après on jugera. Aristide, ton avis sur cette question est bienvenue également. Disons que ce qui me dérange un peu avec les fonds d'investissement, même si c'est vrai que c'est l'heure du moment, hein, c'est que j'ai toujours l'impression que c'est une période transitoire, en fait, que rien n'est pérenne. Donc d'ici 2, 3, 5 ans, on sera peut-être vendu soit un autre fonds d'investissement, soit un propriétaire final, président ou autre. Mais voilà, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est toujours finalement sur... On navigue toujours à vue en fait avec ce type de propriétaires de fonds financiers et c'est ce qui me dérange un peu. Alors je sais que les grandes fortunes italiennes comme Comiso, etc., comme on en avait eu plusieurs, hein, Berlusconi avait déjà, comme Ferrero je crois, avait déjà voulu vendre à un grand argentier italien. Le Milan il y a quelques années, il y a 6-7 ans maintenant, on n'avait pas trouvé preneur, donc voilà, c'est l'air du temps d'avoir des fonds d'investissement, d'avoir même plusieurs fonds d'investissement, hein, puisque effectivement Redbird détient 60-70% du capital, mais que les 30 ou 40% sont encore détenus par l'ancien propriétaire. Donc voilà, on peut être détenu par plusieurs fonds d'investissement, mais moi c'est vrai que voilà, je suis plutôt à l'ancienne là-dessus avec un propriétaire pour avoir quelque chose d'un peu plus pérenne, de ne pas être entre deux eaux et se poser la question tous les 2 ans, est-ce qu'on va être vendu, revendu, etc. Et puis peut-être Erko, un propriétaire attaché à l'histoire du club, à son patrimoine, à sa culture, parce que ces fonds d'investissement-là, finalement, sont un peu hors sol et on peut s'interroger sur, leur connaissance, leur maîtrise du football italien et leur intérêt, justement, comme le disent nos 2 camarades, sur la pérennité de ce club. Or, bien sûr, aspect financier, parce qu'il faut reconnaître au fond Elliott, il a redressé les finances, hein, parce que c'était catastrophique avant son arrivée. Qu'en penses-tu ? L'amour pour le club, c'est compliqué à trouver. Déjà qu'il y a des très grosses fortunes italiennes, il y en a plus beaucoup. Donc si on doit prendre en plus quelqu'un qui a un réel amour pour le Milan, ça va être compliqué. Surtout que si on prend l'exemple de Berlusconi, à la base, il était plus intéressé par l'Inter, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'amour peut venir avec le temps, c'est pas un problème. Mais maintenant, c'est très bien que généralement dans les fonds d'investissement, c'est plutôt des gens qui savent s'entourer, de gens qui s'y connaissent justement, comme Elliott a très bien fait ici avec le Milan. Donc, ils savent passer des gens justement intelligents et qui connaissent bien le milieu du football pour savoir faire évoluer le club et dans le cas du fonds Elliott, pour savoir le revendre avec une meilleure plus-value. Donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire tout en gardant une certaine part. Donc, maintenant, concernant Redbird, c'est très compliqué de juger pour le moment parce que ils sont pas corda. Donc, c'est même pas. Même ici, apparemment, le dernier mercato, c'est encore un cadeau du fonds Elliott parce que beaucoup de journalistes parlent d'un dernier cadeau d'Elliott concernant De Ketelaere. Donc, apparemment, Redbird n'a pas encore su le faire vu qu'ils sont toujours en plein closing. Ils n'ont absolument encore aucun droit actuellement à ce niveau-là. C'est juste des pourparlers. Donc, je ne pense pas qu'ils ont encore mis 1 euro dans le club. Donc, le budget, ça va être compliqué de savoir maintenant. Même si on a été certainement déçus, moi, premier, qu'on nous a fait rêver 2-3 mois avant la signature concernant des grands joueurs qui avaient signé assez rapidement. Oui, quand on réfléchit comme ça été un peu décevant. Mais ça, c'est le jeu des journalistes qui ont, encore une fois, été... on va dire un peu médiocre dans la couverture, notamment comme ils l'ont fait avec De Ketelaere en nous disant tous les jours qu'il est signé la semaine prochaine. Donc là, c'était un petit peu affligeant à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut... Oui, c'est vrai qu'aussi le dossier Maldini-Massara était mal fait. Donc voilà, il voit d'abord l'aspect sportif avant l'aspect justement affectueux que ces porteurs ont pour Maldini. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de le faire traîner, là où peut-être un investisseur italien aurait peut-être eu justement plus vu l'importance que Maldini avait au sein du Milan. Donc voilà, c'est un peu compliqué de gérer comme ça. On aurait peut-être eu Zaniolo et Fratesi, voilà. Donc une équipe peut-être un peu plus italienne. De quoi avec avec un Comiso ou un autre, un investisseur italien, peut-être qu'il y a plus le souci de l'italianité du club. Et oui, mais c'est bon, c'est mon dada, tout le monde le sait. Ah oui, non, mais t'as raison, c'est bien possible à ce niveau-là. Maintenant, Comiso, j'ai signé la Fiorentina, donc il n'allait pas partir. Il est resté plus. Enfin, en tout cas, je suis pas un spécialiste financier en Italie, mais je pense pas que les très grosses fortunes en Italie, il y en a encore tant que ça, en tout cas assez suffisamment pour savoir gérer un club comme le Milan, comme il devrait l'être. Maintenant, c'est que c'est très frustrant parce qu'on est quand même un très grand club et quand je vois comme des clubs comme Manchester City ou PSG, etc., qui sont rachetés par un propriétaire qui peut justement ne juger que ça, je me dis pourquoi nous, on doit toujours se taper des gens dont on n'a aucune certitude de ce qu'ils peuvent nous apporter.
c'est ce côté-là qui est frustrant. C'est est-ce qu'on est mal vendu? Est-ce que c'est la Serie A qui n'a pas la cote? Je ne sais pas, parce qu'elle n'est pas pire que la Ligue 1. Donc voilà, je ne sais pas ce qui fait que les gros investisseurs ne viennent plus en Italie, en tout cas pour le moment. Et maintenant, je me trompe peut-être. Et voilà, comme je l'ai dit, Redbird, on ne sait absolument pas ce que ça vaut, mais voilà, c'est un groupe d'investissement. Ça peut quand même poser des petits problèmes, en tout cas, parce que c'est quand même comment dire, ils doivent se concerter justement d'un point de vue budget. Donc, s'il y en a un investisseur qui part, comment ça va se passer? Est-ce que ça peut pas justement ralentir les prochains mercato? Et c'est toujours un groupe qui doit parler ensemble. C'est ça qui me pose un petit peu problème. Mais comme tu le dis, je préférerais avoir un président dont on connaît bien le visage et qui viendrait, on va dire, en étant un peu idéaliste, voilà, qui irait un peu plus souvent au stade. Maintenant, voilà, les transferts italiens, ça maintenant, voilà, faut un petit peu faire une croix dessus, parce que maintenant, c'est le sportif qui compte et financier. Et avec la loi qui est passée maintenant, enfin, qui est depuis un petit temps maintenant, l'étranger coûtera beaucoup moins cher qu'un Italien, et c'est ce qui a compté. Donc, à moins qu'on arrive à reformer des jeunes comme on faisait avant, comme on va peut-être réussir à refaire ici avec Pobega, j'espère, si en tout cas, s'il arrive à percer, en tout cas cette année-ci. Mais voilà, de Milan, un petit peu du temps Berlusconi, en tout cas, à mon avis, il n'existera plus. Il faudra c'est un Milan peut-être plus international, qui a peut-être essayé de vendre ses droits un petit peu à l'étranger. Justement, réfléchir plus à des cas comme ça, que plutôt de faire plaisir à ses supporters et de donner des joueurs un peu plus populaires au sein des Italiens, en tout cas. Vous savez, quand Berlusconi a vendu, j'ai affirmé ici que le peu d'italianité qui restait allait disparaître progressivement, et on me répondait parfois que j'affabulais, que le club ne trahirait jamais son identité, etc. On voit le résultat. Et d'ailleurs, les mêmes personnes clamaient qu'il n'y avait plus de sous dans les caisses quelques jours avant les arrivées de Piontek et Paqueta pour 73 millions d'euros. Donc certains pensent détenir la vérité. Et bon... Le résultat, en tout cas pour moi, c'est que ce club, tout champion d'Italie en titre qu'il est, face à des équipes qui adoptent la même politique, donc finalement ce modèle l'emporte sur des modèles identiques. Finalement, ce club n'a plus rien d'italien, ce qui peut ravir certains supporters de l'équipe de France, mais beaucoup moins les milanistes d'Italie, parce que je me balade assez régulièrement moi sur les forums milanistes italiens, et le thème de l'italianité revient très souvent et beaucoup plus souvent dans mon sens que dans celui des mondialistes. Donc c'est vrai que la tournure là que tu énonces, Erco, comment dire, ne m'enthousiasme pas spécialement, et Feli nous l'avait également, nous avait donné un aperçu lors de l'émission finale qui a d'ailleurs été très écoutée. On a fait 2700 vues sur l'émission du 25 mai dernier, si je ne m'abuse. Bon, en tout cas, pour revenir sur ce sujet, pour ceux que ça intéresse, j'ai récapitulé dans un article récent les mésaventures de nos jeunes lorsqu'ils évoluaient encore chez nous, ainsi que les sommes déboursées par certains clubs italiens pour s'offrir il y a quelques temps certains champions d'Europe en titre, comme je l'avais fait dans la 415e il y a un an, parce que l'argument économique pour moi c'est du flanc. Si on s'y prend correctement, il est très possible de recruter des jeunes talents et de les faire croître chez nous. Alors juste évidemment, ça n'intéresse pas ce club, c'est tout. Alors on va me citer Tommaso Mancini, qui est une belle recrue, pourquoi pas. Mais alors d'une part c'est le poteau dans la prairie, et puis d'autre part j'attends de voir, de savoir ce qu'on va en faire, parce que c'est une hypothèse ça encore, c'est une éternelle énigme, ces jeunes qu'on recrute là finalement dont on ne fait jamais rien. Mais tâchons à présent de proposer une équipe type pour cette nouvelle saison, en commençant par la défense titulaire d'Aristip. Alors dans les cages Maignan, il n'y a rien de surprenant. À droite, je laisserai Calabria, qui sera pour moi encore le capitaine cette saison. Je pense que Florenzi sera amené à jouer, étant donné les blessures quand même à répétition et la fragilité naturelle de notre capitaine. En défense centrale, je mettrais Tomori Kalulu. Pourquoi? Parce que c'était la défense centrale qui nous a mené au titre l'année dernière. Kier, je ne doute pas qu'il revienne à un bon niveau. Est-ce que ce sera cependant suffisant pour détrôner Kalulu, voire même ou Tomori, puisque finalement Kalulu n'a pas été moins bon que Tomori ces derniers mois. C'est une bonne question. Moi, je l'espère, parce que ça voudrait dire qu'on a une vraie concurrence à ce poste. Donc, j'espère que Kier reviendra à son meilleur niveau, même si j'ai clairement des doutes. Enfin, à gauche, Théo Hernandez, puisqu'on n'a rien recruté à ce poste-là. On fait défense, tout le monde fait défense et après on attaque le milieu, c'est ça? Ah oui, comme toujours, on va passer à la défense de Nico. Donc. Comme je le disais, je l'ai dit tout à l'heure, moi, et je pense pas avec Aristip. Très bien, on va voir si Erco est d'accord. Oui, je suis d'accord. Je pense que concernant Kier, je pense que ça va bien tourner durant la saison. Donc je pense qu'il jouera au moins autant de matchs que Kalulu, Tomori. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Je peux rajouter juste un truc sur Gabia, qu'apparemment, donc le club a un accord avec la Sampdoria pour un prêt. Oui. Et il partira seulement si on prend un quatrième défenseur. Je n'arrive pas à comprendre, si on ne compte plus du tout sur ce joueur, pourquoi il a quand même, je pense, une valeur marchande. On n'a qu'à le faire partir tout de suite, définitivement. Et dans ces cas-là, je n'arrive pas à comprendre d'aller prendre un joueur en prêt de Tottenham, Tafenga, j'ai vu les noms, je les connais même pas ces joueurs. Évidemment, Gabia, il est au club depuis je ne sais combien de temps, il est formé au Milan.
pour faire le rôle du 4e défenseur et pour jouer certainement une dizaine de matchs dans l'année, je pense que c'est largement suffisant. Kier sera le 3e défenseur. Et on verra si en cas on va plus loin en Ligue des Champions, qu'on passe les poules, et ben peut-être que dans ces cas-là, il nous faudra un autre défenseur d'un autre niveau. Mais si on se fait sortir et qu'on passe pas les poules, on peut très bien faire la saison s'il n'y a pas de blessure, parce que quand même Kalulu et Tomori sont quand même très rarement blessés. Kier, je souhaite quand même pour lui qu'après s'être fait les ligaments, il soit un peu tranquille. Et Gabia est quand même très peu blessé. Bon, il joue très peu aussi, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est là où je te rejoins sur certains trucs au niveau des Italiens, MJ, c'est Gabia. D'un moment, soit j'arrive pas le truc du prêt sec. Si tu le prêtes avec un prêt sec, si tu comptes un peu sur lui, dans ces cas-là, garde-le. Il va y avoir des matchs. En plus, avec la Coupe du Monde, tous les 3 jours, il va y avoir Ligue des Champions, championnat. Ça va être beaucoup plus intensif que d'habitude. Donc, c'est même pour ça que la saison commence le 13 août. J'arrive pas à comprendre qu'on fasse pas confiance à Gabia pour être 4e défenseur. Et j'attends de voir quel sera le rang de Pobega dans la hiérarchie au milieu de terrain, parce que moi j'ai trouvé la dernière saison de Pobega, en tout cas quand il a joué, meilleure que les 3 premières saisons de Kessié au Milan. Aristip, quel est ton milieu de terrain justement, ton milieu type? Alors juste avant, je voulais répondre à Nico sur Pobega. Moi j'avais une autre théorie qui était en fait à l'opposé de celle de Nico. Je pensais au contraire que... Nico parlait de Gabia, hein, c'est moi qui parle de Pobega. Ouais, tout à fait, mais je pensais au contraire qu'on comptait sur Gabia et c'est pour ça qu'on l'envoyait en prêt à la Sampdoria pour qu'il ait plus de temps de jeu. Bah, je m'explique, en fait, peut-être que la recrue le défenseur de Tottenham, c'est vraiment la 4e roue du carrosse et en fait qu'on se dit, bah tiens, Gabia, s'il peut jouer une 20, 25, 30 matchs cette saison, ce serait super. Alors que je suis pas sûr qu'avec le Milan aujourd'hui, en étant la 4e ou 5e roue du carrosse, il puisse dépasser les 5-6 matchs cette saison. Donc moi, je me suis dit au contraire, je pense peut-être qu'on parie un peu sur ce jeune et qu'on veut lui laisser un peu plus de temps de jeu que les 5, 6, 7, allez, 10 grands matchs, pauvres matchs qu'il aura effectué cette saison en tant que 4e ou 5e défenseur. Tu dirais la même chose pour Maldini et Colombo? Non. Non, je pense pas, parce que Jack Colombo, on l'a jamais vraiment vu. À part en Europa League, en phase de poule, il a pas été vraiment convaincant. Et pareil pour Maldini, honnêtement, contrairement à Gabia, je trouve que Maldini, voilà, on l'a vu, il a mis un but face au Hellas Vérone, donc je sais plus l'année dernière, mais non, mais le traitement de Maldini l'année dernière est honteux. Je crois que c'est 149 minutes, un truc dans le genre. Faudra que je vérifie. J'ai noté ça dans mon article et d'ailleurs tout ça est consigné. J'ai noté toutes les minutes. Je suis remonté très loin. Hein. J'ai fait Darmian, j'ai fait Paloschi, j'ai fait tout le monde. Et vous verrez comment on traite les jeunes au Milan lorsqu'ils sont chez nous. Mais Aristip, nous attendons donc ton milieu de terrain. Oui, au niveau du milieu de terrain, je vais pas faire dans l'originalité. Je vais mettre Tonali et Benasser. À voir ce que fait Pobega. Je compte beaucoup sur lui. Je pense que si le club a renouvelé son contrat sur 5 ans, je pense c'est que le club compte sur lui. Et puis c'est vrai que il pourra reposer Tonali ou Benasser, voire même s'imposer, pourquoi pas au fur et à mesure de la saison, quand on connaît la fragilité physique de Benasser notamment. Et à propos de Pobega, il faut quand même rappeler qu'il était titulaire la saison dernière avant l'annonce de son retour au Milan. C'est lorsque son entraîneur a appris qu'il souhaitait revenir au Milan que le Milan ne voulait pas s'en débarrasser qu'il a commencé à le faire jouer un petit peu moins, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Hein. Donc Pobega était très très bon et on l'avait vu excellent contre nous. Donc toi tu pars sur un milieu à 2, Pioli ne changera pas ses plans sur le plan tactique d'après toi? Complètement, la préparation a été faite avec un 4-2-3-1, effectivement j'ai oublié de le mentionner, mais je crois en aucun cas à un changement tactique cette année. Je vois pas pourquoi on changerait étant donné que tout a marché l'année dernière et on n'a pas fait la préparation avec un 4-3-3, donc vraiment ce sera très risqué de changer. Donc il est idiot de recruter un nouveau milieu de terrain, on en a suffisamment avec Krunic, Pobega, Adli et toute la clique. Je t'avoue que pour moi, c'est pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est l'ailier droit, mais c'est en aucun cas le milieu de terrain, à moins que Pioli, effectivement, ait quelque chose derrière la tête. Mais s'il a quelque chose derrière la tête avec un milieu à 3, pourquoi ne pas l'avoir testé avant? Je m'interroge. Voyons ce qu'en pense Nico. Je pense pareil, hein, Benasser, Tonali, c'est l'évidence au milieu. Mais moi, franchement, j'espère que ces gars-là pourront jouer 40 matchs cette saison. Hein, parce que Pobega, c'est très bien. Je suis très content que le club donne sa chance. Mais quoi qu'il arrive, je reste à penser qu'il faut un deuxième joueur. Alors, Krunic, on sait qu'il peut dépanner, partout. Mais si tu as un vrai milieu qui doit jouer à cette place d'un autre niveau, parce qu'au milieu de terrain, quand même, surtout on a pu voir dans le Milan de Pioli, ils courent, ils font un nombre de bornes incalculable. La saison va être très longue. Bon, pour Tonali et les Italiens, ils auront le temps de se reposer en mois de décembre, hein, et qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde. Mais j'ai peur qu'en fait qu'on manque de profondeur plus que de qualité. Faut pas oublier qu'il y en a un qui est toujours là aussi, c'est Bakayoko.
il est toujours pas parti. Le club essaye de résilier avec lui son prêt pour l'instant. Lui, apparemment, ne partira pas tant qu'il n'aura pas une porte de sortie. Parce qu'il est hors de question pour lui de retourner sur le banc à Chelsea. Il préfère rester sur le banc à Milan. Donc, pour l'instant, on va avec ça. Pour moi, c'est moins fort que l'année dernière à ce niveau-là, alors qu'on est censé passer à un niveau. Et je me dis que si, je ne le souhaite pas, mais une blessure comme on a pu avoir pour Kier, et que tu tapes ça sur Benacer ou Tonali, et déjà Benacer, on a vu il peut enchaîner plusieurs petites blessures qui peuvent l'éloigner plusieurs fois des terrains. Pour jouer la Ligue des Champions et les gros matchs, Pobega, on va le risque de le lancer dans le grand main. Et même si demain, t'imagines, t'as les deux qui sont absents, Benacer, Tonali, suspendu, un blessé. Aller avec Krunic ou Bakayoko à côté de Pobega. Enfin, moi, si tu tombes face à un Liverpool, on peut vite prendre des marées. Enfin, c'est ça que j'attendais quand même à un joueur au milieu de terrain. Parce on parle d'Adli, mais Adli, pour moi, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Moi, je le vois même dans un poste plus de numéro 10. Peut-être qu'il peut jouer à droite. J'ai vu que dans les matchs amicaux, je l'ai pas trop vu jouer en bas. Moi, j'ai quand même vu jouer plus haut, Yacine Adli. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs offensifs, des milieux offensifs, on en a beaucoup. Là, ça va pouvoir tourner, en sachant que si tu me permets que Léao, on sait déjà que lui, et De Ketelaere, vu le prix qui a été mis, ils ont déjà 2 places de titulaires sûrs. Et après, ça va tourner avec les Rebic, Messias qui part certainement un peu devant, Saelemaekers qui est toujours là, Dias, Adli. Enfin, ça fait du monde. Après, je sais peut-être pas si Adli peut jouer plus bas. Et c'est ce que je pensais, moi je pensais qu'il était polyvalent et qu'il pouvait jouer plus bas justement. Pour moi, c'est un joueur plus offensif de ce que j'avais pu voir à l'époque un peu à Bordeaux. C'est un joueur qui est très technique et j'ai du mal à imaginer faire des dribbles devant. Après, je connais pas trop, donc on verra quand même. Mais moi, j'attendais quand même qu'en laissant partir Kessié, qui part mine de rien, même si sa dernière saison était assez moyenne. Hein. Ces 3 premières minables. Sur les 5 saisons, voilà, les 3 premières nulles, mais on va dire la 4e exceptionnelle. On l'avait tous mis numéro 1 de notre top 3 à la fin de saison. La dernière, moi je l'avais tué lors des 6 premiers mois, puis après il est quand même bien revenu ensuite derrière. Je veux dire, je m'attendais quand même pour un mec qui part quand même au FC Barcelone, à prendre un joueur qui peut te permettre au moins que les grands clubs voulaient quoi, que les grands clubs voulaient, qui allait permettre un turnover sans garantir une place de titulaire, mais qui rentre dans un turnover. Voilà pour la suite. Après, ça dépendra du niveau de Pobega. Si Pobega s'affirme un peu comme Tonali l'année dernière, le problème est réglé. Bien sûr, c'est pour ça on met une pression, je trouve, énorme sur Pobega, qui est de rentrer de remplacer Kessié en gros. Dire, ça va être le 3e milieu, et il faut qu'il soit quasiment au même niveau que les deux qui vont être titulaires. Entre l'Aspedia et le Torino et le Milan, il y a quand même un gap qui est impressionnant. On l'a même vu avec Tonali la première année, qui avait été très 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 moyennasse. La deuxième année, bon, on a vu un autre joueur. Mais moi, j'ai envie que l'équipe, elle augmente et je vais pas envie de mettre trop de pression sur ce joueur. Et j'ai vu aujourd'hui que le nom de Seko Fofana revenait. Aussi, le joueur qui était avant à l'Udinese et qui est à Lens depuis 2 saisons et qui est très, 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 très bon. Mais moi, j'avoue que j'ai très peur de ça, des fois, et on l'a connu dans le Milan, des blessures, ça nous est arrivé dans le passé. Ah oui. Si on se retrouve avec Pobega, Krunic au milieu ou Pobega, Bakayoko, on risque pas de jouer peut-être les mêmes places. Tout dépend de l'adversaire, parce que Pobega, Krunic contre certains adversaires de Serie A, ça peut coller. Mais en Ligue des Champions, ce sera plus difficile, on est d'accord. Voilà, c'est tout. Voyons ce qu'en pense Erko. Pour aller vite sur un point, c'est que oui, les titulaires seront évidemment Tonali, Benacer. Après, pour le reste, le recrutement, c'est un peu compliqué, parce que quand on voit les noms qui sont quand même sortis récemment, ça ne donne pas envie de les recruter, parce qu'ils n'apportent aucune plus-value par rapport aux autres réservistes. Et je préfère donner une chance à un jeune comme Pobega. Surtout que dans le profil que Pioli a dit, il ne voulait pas un profil similaire à celui de Kessié, puisqu'il a dit que de toute façon, il en trouverait plus, mais qu'il voulait un joueur qui a un profil pour plus se jeter vers l'avant. Donc, dans ce registre-là, justement, je trouve que Pobega quand même correspond mieux, voire même peut-être Adli, qui est quand même plus offensif, même s'il a quand même plus joué en 10 quand même durant la pré-saison. Donc, voilà, pourquoi pas. Maintenant, je comprends aussi Bavi, c'est que voilà, c'est pas des valeurs sûres. C'est-à-dire qu'on n'a pas une 3e roue qu'on peut dire, on peut le mettre titulaire, on va être tranquille, il n'y aura pas de souci. Un mec qui pourrait à la limite donner une petite concurrence, qui ferait du bien aussi à Benacer et Tonali, justement pour éviter de les mettre dans un fauteuil et qu'ils puissent se dire c'est bon, on peut jouer comme on veut, de toute façon on va être titulaire. Voilà, c'est ce qu'il faudra aussi. Maintenant, voilà, sauf surprise, je pense pas que ça arrivera. Même s'il y a récemment, voilà, comme il l'a dit, tu as eu Fofana et maintenant il y a aussi Sankaré du PSG qui a été cité aussi apparemment récemment, donc qui sont des chouettes profils, mais voilà, qui n'apportent
pas non plus une grosse plus-value, parce que voilà, Fofana, il réussit bien à Lens, mais c'est entre réussir à Lens, même à l'Udinese, et réussir au Milan, il y a quand même une grosse nuance. Et c'est aussi jouer avec des champions, je suis même pas sûr qu'il ait joué une fois dans sa carrière. Donc voilà, on est toujours dans l'inconnu, et vu le budget qui nous reste, de toute façon, on n'aura pas de valeur sûre. Faut pas rêver, on va miser sur un joueur qui pourra nous apporter quelque chose et qui a un certain potentiel, voire qui pourrait être vendu à un prix intéressant, mais jamais on va prendre un joueur qui a confirmé pendant 1 ou 2 saisons cette année-ci. Donc ça, c'est impossible, on ne l'aura pas. Donc voilà, c'est autant, si c'est partir dans cette optique-là, moi je préfère garder Pobega et voir faire redescendre Adi d'un cran. Et puis Krunic, il a quand même montré que c'était quand même un bon soldat. Voilà, faut pas non plus forcément dénigrer, vu que c'est quand même un mec qui peut faire le taf. Ah oui, je Donc, suis d'accord avec toi sur Krunic, il a été très bon en fin de saison dernière, et il sait rendre des services, et il sait parfois même hausser son niveau de jeu. Hein. On a, ouais, sur totalement. certains matchs, trouvé Krunic l'année dernière meilleur que Kessié. Totalement, à ce niveau-là. D'ailleurs, j'espère qu'il va. Enfin, on a longtemps parlé de sa prolongation. J'espère que ça va quand même se faire, parce que je pense que des joueurs comme nous, on en a besoin. Mais justement, dans ce registre un peu polyvalent comme ça, je connais pas du tout le joueur, je le découvre seulement cette année-ci en pré-saison. Mais Abdi a quand même été testé à 3 positions, je crois, avec Pioli. C'est-à-dire, il a joué donc dans double milieu en pivot. Il a joué comme meneur de jeu. Il a s'est joué à droite. Donc, il a l'air d'avoir une certaine polyvalence aussi, dû à son aisance technique qui, moi, m'a relativement quand même impressionné. Je vois quand même beaucoup de très bonnes choses en lui. Et vu le peu d'attentes qu'on avait, vu la petite somme déboursée, je pense que ça peut être qu'une bonne surprise. Et voilà, maintenant j'ai quand même un bon ressenti sur ce joueur. Et j'ai quand même l'impression que ça va être lui la vraie surprise pour nous en tout cas. Mais voilà, je pense que voilà, je répète encore, mais si c'est pour prendre un joueur dont on n'a aucune garantie, un joueur dont on attend un certain potentiel et une probabilité qu'il réussisse chez nous, autant garder ce qu'on a et tout miser sur le poste d'ailier droit où on sait très bien que là, même un titulaire, on n'en a pas. On n'a aucun titulaire qui a un niveau pour jouer avec des champions. Et que je le répète encore une fois, me mettre De Ketelaere ailier droit, ce serait de brider ses qualités tant il est bien meilleur dans l'axe. Je suis d'accord pour prendre un super ailier droit, mais on n'a pas l'argent pour avoir un joueur niveau Ligue des Champions, malheureusement. Bah apparemment, hormis salaire, Ziyech ne devrait pas coûter trop cher non plus, parce que Chelsea veut vraiment s'en débarrasser. Maintenant, apparemment, lui, il voudrait vraiment venir, il serait prêt à baisser son salaire. Maintenant, voilà, je ne suis pas dans les bureaux de Chelsea, je ne sais pas, évidemment pas comment c'est en réalité. Mais voilà, tout dépend du budget restant. Mais voilà, est-ce que ce serait vraiment compliqué de trouver un joueur qui n'est pas une star internationale, de trouver un joueur qui apporterait plus que Messias et Selemaker? Florenzi peut parfaitement remplir ce rôle. Oui, mais la dernière fois, il y a quand même quelle qualité de centre. Oui, mais quand il est arrivé au tout début, il a commencé à ce poste-là, ça n'a pas été une réussite. Donc voilà, je pense que Florenzi, même à Rome, ses meilleures saisons, c'est quand il jouait justement à poste d'arrière droit. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de devoir jouer, mais si on fait ça, il va falloir recruter un arrière droit. Parce que vu que Kalulu, maintenant, il est fixé dans le centre. Donc, je pense que ça ne se fera pas. Et ce serait brider aussi les qualités de Florenzi, ce que je n'ai pas envie. Je préférerais avoir on sait très bien que comme Calabria est capitaine, il va rester titulaire. C'est peut-être ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà, vu les infos mercato, oui, c'est le milieu de terrain qui est ciblé. Et, voilà, pour moi, c'est une erreur. Et je préférerais totalement qu'on mise même un joueur à 15-20 millions, mais qui a un potentiel, on va dire, pour devenir un joueur normal, bon joueur, apportera plus que les 2 joueurs qu'on a à droite actuellement. Autant pour moi, sur le plan offensif, en tout cas, en Ligue des Champions, ça va être très décevant. Et voilà, je ne manque pas de respect, parce que voilà, c'est 2 joueurs qui se donnent toujours à fond, qui font pas de vagues, etc. Mais je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas forcément. Enfin, si, ils n'ont pas de niveau actuellement pour le haut niveau. Et il faut absolument quelqu'un, en tout cas, devant pour être titulaire. Et eux, pour faire souffler actuellement, le poste des droits, est absolument prioritaire. Parce que pour moi, on n'a rien. Mettre AD comme ça en guerre avec des champions avec ces 2 joueurs-là, c'est se prendre comme l'expression, la gueule dans le mur. Donc, il faut absolument trouver quelque chose de mieux. Et je pense que même avec un budget qui est bridé, c'est facilement trouvable, surtout avec des qualités comme de Maldini et Massara pour recruter des bons joueurs en tout cas. Aristide, quelle est ton attaque titulaire? Disons dans le 3, Selmakers, Messias à droite, on aura. Je rejoins mes compères, je pense pas qu'on aura de nouvelles recrues. Je partirai quand même sur le Belge parce que je trouve plus collectif que le Brésilien, même si c'est vrai que le Brésilien est quand même plus efficace, mais voilà, j'œuvre pour le collectif.
Ah bah, je pense qu'en milieu offensif, on a tout mis, on a fait un all-in sur ce mercato pour ce joueur, donc De Ketelaar, hein, sans hésiter. Après, il n'y a aucune certitude, hein. C'est un jeune, il a quoi? Il a 21-22 ans, il vient dans le championnat belge, donc on peut pas dire qu'il connaît pas la Serie A. Donc voilà, il y a aucune certitude sur ce joueur. Adli a fait quand même une bonne préparation à ce poste, mais je pense que si on met 35 millions bonus compris sur ce joueur, c'est pour le faire jouer titulaire. À gauche, ça change pas, hein. Leao est remplaçant Rebic, et enfin en pointe, bah, je continuerai avec Giroud, puisque Origi, pareil, n'a pas de gage de sûreté, hein. Donc je continuerai avec Giroud. Donc finalement, on se rend compte avec ce 4-2-3-1 et ce mercato, hein, plus généralement, que c'est pas les titulaires qu'on a renforcés, excepté le poste de numéro 10, mais c'est plutôt les remplaçants. Je pense notamment à Origi en pointe, je pense notamment au retour de Kier, au retour de Pobega, à Adli en numéro 10. Donc finalement, on se rend compte que les remplaçants, on a renforcé le banc, à défaut d'avoir renforcé le 11 titulaire sur ce mercato. Nico. Ben, le Belge en numéro 10 de Ketelaar, donc, qui, je pense, pour Diaz, ça va être compliqué. Va falloir vite aussi remonter de niveau pour lui, parce que ça va être compliqué, vu que le club apparemment mise aussi beaucoup sur Adli. À droite, tant qu'il y aura Messias et Saelemaekers, pour moi, ce sera Messias. Comme a dit Aristide, lui, il préfère le collectif. Moi, je préfère l'efficacité. À gauche, Leao, de toute façon, il y a pas photo. Le club apparemment mise beaucoup sur Rebic en espérant que les blessures sont derrière lui, et apparemment on était aussi, j'avais lu, très agréablement surpris de voir que le Croate avait très très faim, et je pense qu'il va aussi peut-être beaucoup jouer aussi en tant que numéro 9, car Origi apparemment n'a pas encore entièrement repris, vu qu'il revenait d'une opération avec Liverpool. Et devant Giroud, et juste pour finir, j'avais lu un édito sur un truc assez sérieux sur le Milan. Enfin, quand ils balancent des trucs, souvent ils sont vraiment à côté de la plaque. Il disait que la piste Ziyech, à l'heure actuelle, elle est complètement fermée. Mais s'il arrive à trouver une porte de sortie pour Saelemaekers, ça peut se faire pour le Marocain. Moi, le seul truc qui me gêne avec le Marocain, c'est que son talent, il n'y a rien à voir. Demain, il arrive, il n'y aura pas photo entre Messias et Saelemaekers. On va faire un véritable bond. Tant le génie de ce joueur est incroyable. Et c'est un joueur qui, à l'Ajax, à Chelsea, avec l'équipe nationale du Maroc, il s'est froissé avec tous ses entraîneurs. Et à chaque fois, ça se finit très mal. C'est pour ça aussi qu'il veut partir de Chelsea, c'est que ça passe plus du tout avec Tourelle. Donc malheureusement, c'est ce que je me dis. Je dis, est-ce qu'on a une bonne cohésion de groupe? Est-ce que si demain on fait venir ce joueur-là, comment ça va se passer? Après, je me dis que demain, s'il arrive au Milan, bon, la différence, c'est qu'il n'y aura pas grand monde pour le mettre en concurrence vu le niveau qu'il a. Donc c'est quasiment un poste de titulaire pour lui. Indiscutable pour lui, mais voilà, c'est le seul truc j'ai lu en tout cas, c'est pas encore complètement fermé, mais si il n'y a pas de départ de Saelemaekers, le club n'a pas les finances. En fait, c'est le transfert de Saelemaekers qui pourrait financer l'arrivée de Ziyech. Erko. Bah, je vais pas faire d'originalité, hein. On sait très bien que côté gauche, en tout cas, ce sera Leao et Rebic, de toute façon, ça bougera pas. Je confirme effectivement que dans les matchs amicaux, Rebic avait une toute autre mentalité qu'année passée. On voyait beaucoup plus motivé, plus confiant. Le leader qu'on a un petit peu connu quand il jouait, c'est un peu limite par moment tellement il a faim, mais voilà, une agressivité, on va dire entre guillemets positive. Donc c'est quand même de bon augure que ceux qui les joueurs en numéro 9 ou sur la gauche. Donc, meneur de jeu, évidemment, je pense que dans un premier temps, ce sera quand même, à mon avis, Diaz et Krunic. Ils vont quand même laisser un petit temps d'adaptation, je pense, à De Ketelaar, pardon. C'est un joueur qui a besoin de s'adapter aussi, parce que déjà, notre niveau du championnat belge italien est différent, l'impact physique est différent, la tactique, voilà. C'est un nouveau poste, parce que meneur de jeu, voilà, il a plus joué 9,5 que meneur de jeu, donc c'est un petit peu différent aussi. Donc je pense qu'il faudra lui laisser le temps. Voilà. J'espère qu'il n'aura pas la pression du transfert, parce que je pense que beaucoup de supporters vont attendre beaucoup de lui. Là, j'espère que ça ne va pas lui mettre une grosse pression non plus. Et à droite, ben oui, c'est choisir entre deux joueurs, je ne vais pas dire moyen, mais enfin si moyen, il faut dire les mots qui quand même le sont. Donc je vais choisir Saelemaekers, parce que je pense quand même qu'il a quand même une marge de progression contrairement à Messias. Mais je pense aussi qu'effectivement, Milan, il ne vais pas dire qu'il est transférable. Enfin, il est transférable, mais il n'est pas sur les transferts, dans le sens que s'il y a une belle offre qui vient, on part d'une offre de 20 millions à peu près. Je pense que ça pourrait faire céder Milan pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Mais si elle n'arrivera pas, ça me paraît quand même peu probable, 20 millions pour Saelemaekers. À mon avis, on va rester comme ça. Donc, voilà, je laisse passer Saelemaekers titulaire et
et Messias en réserve alors. Donc en espérant évidemment qu'ils mettent pas de Cutelaar à droite. Et comme buteur, oui, dans un premier temps, il pour la même raison que de Cutelaar, pour l'acclimatation, je vais mettre Giroud. Et quand Origi reviendra de blessure, il y a quand même un salaire à 4 millions, donc là c'est quand même pas un petit salaire. Donc je pense qu'ils ont quand même des attentes sur lui. Je pense que dans les 5-6 mois qui viennent, à mon avis, il va quand même prendre sa place. En tout cas, si ses performances suivent derrière, en tout cas. Donc je n'en tire pas du tout Giroud. C'est juste, voilà, je pense dans l'optique aussi encore une fois, financière. Si tu mets 4 millions sur un joueur, c'est pour espérer devoir jouer beaucoup. Et je sais que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Moi, je l'appréciais beaucoup en tout cas même à Lille. C'est un joueur qui en Belgique, on a longtemps dit qu'il était plus complet que Lukaku. Donc bon, il n'a pas confirmé comme Lukaku l'a fait par après. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a des qualités. Je reste persuadé que c'est un joueur qui pourrait mettre les 15-20 buts par saison au poste d'avant-centre en tout cas. Mais voilà, maintenant, il faut que le physique suive derrière et qu'il se réadapte à un poste de titulaire qu'il a plus vu depuis 4 ou 5 ans à Liverpool en tout cas. Bien messieurs, dernière partie, nous passons donc aux prospectives, aux ambitions du club et à vos ambitions également, presque plus intéressantes d'ailleurs. Aristide, que faut-il viser cette année? Alors cette année, si on prend les deux compétitions majeures, moi ce que j'aimerais, ce que je pense qu'il va être, on va dire, ce que j'aimerais, c'est vu qu'on est chapeau 1, qu'on tombe sur un groupe tout à fait abordable en Ligue des Champions et puis qu'on atteigne les phases de poule. Qu'on passe les phases de poule, pardon, pour arriver en huitième de finale, ça ce serait mon souhait. Et je pense honnêtement qu'avec un tirage un peu favorable, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour les ambitions en Ligue des Champions. Et en ce qui concerne la Serie A, j'ai vu que les différents médias nous classaient troisième, je crois, pour troisième favori pour ce Scudetto, c'est-à-dire derrière l'Inter et la Juve. J'ai vu que les joueurs avaient réagi en disant oui, enfin l'année dernière, en gros, on n'était aussi pas favoris. Finalement, voilà ce qui s'est passé. Bon, sauf que là, effectivement, il n'y a plus l'effet de surprise. On en a parlé, mais on n'a pas renforcé les postes, du moins pas tous les postes dont on avait besoin. On a quand même, on a aujourd'hui un peu trop de faiblesse pour ma part. Je nous vois terminer effectivement troisième. Je vais suivre un peu les médias. J'aimerais qu'on défende ce Scudetto, mais j'y crois pas trop pour être honnête. Je pense par contre qu'on se qualifiera pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire dans les 4 assez aisément. Mais voilà, faut pas oublier aujourd'hui que voilà, comme je dis le côté droit, Messias, on en a parlé avec mes camarades. Messias, Selmaker, c'est pas possible au niveau même au niveau moyen. Et aussi même en termes de remplaçants, je rappelle qu'aujourd'hui le remplaçant de Théo Hernandez, c'est Ballo Touré. Donc c'est le gars qui nous a coûté quand même presque le derby au match aller l'année dernière. Donc il y a des postes qu'on n'a pas du tout renforcés. Voilà, je nous vois arriver effectivement troisième. Après, effectivement, j'espère avoir le Scudetto, mais je crois plus presque à une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. J'y crois plus que le Scudetto, donc on verra bien. Malgré les innombrables déceptions des clubs italiens, alors tu me diras, arriver en huitième, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vrai que les clubs italiens ces derniers temps n'ont pas été fameux en Ligue des Champions, c'est le moins qu'on puisse dire. Voyons si Nico est plus optimiste. Alors j'avais lu que le but du club en tout cas était c'est possible de faire un huitième de finale de Champions League et surtout de se qualifier pour les 4 premières places encore et de lutter pour le titre. Maintenant, moi tu me demandes, je pense que quand tu as été champion, tu es obligé de lutter pour le titre et de viser le Scudetto. Si le club est épargné par les blessures des joueurs importants, je vois pas pourquoi le Milan ne pourrait pas attraper ce 20e Scudetto et donc cette deuxième étoile. Et je reste à penser que c'est possible. L'impression en tout cas que donne cette équipe, ce groupe, c'est qu'il vit extrêmement bien. Et quand les gars sont bien ensemble, très souvent, ça peut permettre de pouvoir faire des choses qu'on n'imagine pas. Donc j'espère en tout cas pour moi, en tout cas le championnat, pour moi, ça va être l'objectif principal du club, de lutter pour le titre. Et surtout, après ça reste que des matchs amicaux, mais ce qu'a montré apparemment le Milan durant les matchs amicaux, était sur la même lignée de ce qu'on a pu voir en championnat, en tout cas dans la deuxième partie de saison. Théo Hernandez l'a dit il n'y a pas longtemps, il ne s'est jamais senti aussi bien en début de saison. Il est préparé pour tout casser dès le début de saison. Et après, pour ce qui est de la Champions League, tout va dépendre de la poule. En étant tête de série, on devrait avoir un tirage plutôt clément. Ça veut dire une grosse équipe, une bonne et une très moyenne. Voire une équipe des pays de l'Est, vraiment en bas de tableau. Si tu tombes sur ça, tu dois passer en huitième de finale. Maintenant, si tu n'as pas de chance et que dans la troisième
dans le troisième chapeau, tu chopes un très gros parce qu'il y en a encore aussi. Ben, dans ces cas-là, si tu fais une troisième place, tout dépend comment tu joues, ce sera pas non plus, ce sera pas non plus, je veux dire, mauvais non plus pour le club. Je veux dire, le but c'est que les joueurs apprennent, continuent à grandir. Ça fait rien de façon de dire il faut passer en huitième de finale pour derrière se prendre un Manchester City en huitième de finale et se prendre 2 Tanné en huitième. On n'est pas au niveau de ces équipes-là. De toute façon, on ne peut pas. Enfin, j'imagine pas le Milan pour gagner la Champions League. Donc tout va dépendre du tirage. L'année dernière, on a eu une très très grosse poule car on était chapeau 4. Et on était, par rapport au chapeau 4, on était le nom à surtout pas tirer. Parce que tu as des Ferencváros, Étoile Rouge de Belgrade. Il y aura l'OM dans le chapeau 4 pour dire Monaco, s'il passe, par exemple, sera dans le chapeau 4. Donc, c'est pas du tout les mêmes niveaux enfin, d'équipe, en tout cas. Donc, voilà, à voir. Mais j'espère, en tout cas, que le club va tout donner. Et je comprends que les joueurs le prennent mal. Quand on les met troisième, c'est le tenant en titre. L'équipe n'a pas bougé à part le départ de Kessié. Je ne vois pas pourquoi le Milan doit être annoncé comme troisième sur le tableau, sur le classement final. Ce qu'a montré la Juve les 2 dernières années, alors oui, même s'il y a un effectif, en termes de jeu, c'est horrible depuis 2 ans. Et j'ai beaucoup plus, enfin en termes de jeu en tout cas, le Milan a beaucoup plus de certitude que la Juve. Après oui, l'Inter a récupéré Lukaku, mais l'Inter doit encore vendre 2 joueurs, donc on va voir qui est-ce qu'ils vont vendre. Si Skriniar part et Dumfries, ce sera plus du tout la même équipe aussi, à voir qui va partir du côté de l'Inter, mais le club de l'Inter doit vendre, donc on verra. Pour l'instant, c'est vrai que l'Inter s'est énormément renforcé encore à ce mercato. Mais comme on a dit, le mercato, il n'est pas fini. Même nous, à Milan, peut-être qu'on aura 1 ou 2 bonnes surprises. On ne sait jamais. Maldini, quand même, dit pas grand-chose, mais on voit quand même qu'il agit. Et concernant le Belge, ça a mis le temps. Ça m'a même gonflé. Mais à la fin, il est arrivé au prix que... En tout cas, pas au prix que les Belges voulaient, mais il est arrivé. Voilà. Et plus au prix de ce qu'avait dit Maldini que ce que demandait le club belge. Erko, que vises-tu cette année? Concernant avec des champions, voilà, avec un petit peu de chance, effectivement, dans le tirage, j'espère quand même aussi de se qualifier pour les huitièmes de finale. Je pense qu'avec plus ou moins le même effectif et beaucoup plus de blessés, l'année passée, on a quand même réussi à ne pas être ridicule. En tout cas, j'ai pas de mauvais souvenirs particulièrement d'un point de vue de la mentalité de l'équipe. Donc, parce qu'on a quand même dû jouer beaucoup de matchs avec des joueurs de 2, 3e banc. Donc, voilà, ça a été relativement correct. Avec un petit peu de malchance aussi, notamment contre l'Atlético, je pense on peut dire qu'on s'est fait plus ou moins aussi voler. Donc oui, Porto qui a été horrible effectivement. Mais hormis ça, dans l'ensemble de la compétition, je trouve pas qu'on était ridicule, contrairement à ce qu'on attendait en tout cas. Et pour le championnat, je pense qu'on a aussi un défaut qui est une force, c'est que certes on ne s'est pas beaucoup renforcé, mais on a gardé le même effectif. Je pense qu'avec cet effectif-là, on a quand même réussi à être champion. Je ne trouve pas que les autres équipes se sont renforcées de manière exceptionnelle, à part la Juve qui fait quelque chose de correct, même si Pogba a quand même une belle blessure qui, je pense, quand même de faire diminuer son niveau jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, alors oui, certes, Inter a fait un recrutement intéressant, mais surtout Lukaku qui était le grand nom de leur mercato. Alors certes, ils ont recruté Lukaku, mais nous, on a perdu Romagnoli, donc je pense que d'un point de vue défensif, ça ira certainement mieux pour nous. Mais après... non, mais c'est pas méchant, mais c'était comme Abaté avec Milito, quoi, donc c'était sa bête noire. Donc j'adorais Romagnoli, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, mais voilà, il jamais jouait plus de été... toute façon, donc bon. Oui, en plus il jouait plus, mais bon, chaque fois qu'il jouait contre Lukaku, il a joué 1 fois ou 2, ça a été une catastrophe. Donc ici, je pense que des joueurs comme Kalulu et Tomori sont beaucoup plus adaptés à tenir un joueur comme lui qu'il était Romagnoli. Et donc après, oui, ils ont pris des joueurs comme Mkhitaryan, je ne sais plus c'était qui le troisième, mais en tout cas qui sont des joueurs qui vont apporter plus pour leur banc que pour leur titulaire. Donc il n'y a pas beaucoup plus fort que nous, même s'ils sont un petit peu supérieurs sur le papier. Mais je pense toujours que d'un point de vue collectif, on reste quand même supérieur à toutes les équipes qui actuellement sont dans les grosses équipes de Serie A. Et c'est ce qui peut nous faire jouer. Et je pense un peu moins de malchance aussi, dans le sens que on a encore eu beaucoup de blessures l'année passée. Ça nous a quand même bien handicapés pendant toute une partie de la saison. J'espère que ça ira un petit peu mieux à ce niveau-là et que le banc qu'on aura, en tout cas, sera en tout cas plus intéressant que celui qu'on a eu. Même si généralement, on est quand même souvent meilleur dans les grosses difficultés, justement, dû à ça, que quand nos 11 titulaires sont complets. Donc, c'est à voir. Mais en tout cas, si je dois rester dans une certaine logique, je pense quand même qu'on troisième, c'est quand même une belle place. Mais en tout cas, je vois pas de grosses équipes sortir du haut non plus. Même si, pour moi, en tout cas, plutôt que de mettre un trio Juve, Milan et Inter, je mettrais plutôt la Rome dans le trio parce qu'ils sont quand même bien renforcés. Ils ont un Mourinho qui est encore là, qui a réussi à faire un beau collectif avec eux.
Donc ils ont fait un mercato plus qu'intéressant qui n'est pas terminé, parce que j'ai encore vu un ou deux noms qui traînaient qui étaient quand même plus que pas mal. Donc je pense que peut être équipe surprise cette année-ci. Donc oui, je mettrais Milan troisième, ça me paraît assez cohérent. Aristide, quel est ton mot de la fin? Pour le mot de la fin, je voulais parler justement, puisqu'on parle des effectifs, je pense et des probabilités de titre, je pense que c'est important de souligner quelques recrues justement de nos principaux rivaux. Moi, je vais noter Inter et Juve, hein, je ne vais pas parler de la Roma sinon on n'a pas fini. Mais c'est vrai que quand tu vois le mercato des deux autres, par exemple si je prends celui de la Juve, tu n'as aucune certitude. Hein. C'est vrai que le titre reste quand même assez ouvert. Pogba finalement est arrivé, il est blessé pour plusieurs mois. Ou du moins si c'est pas plusieurs mois puisqu'il ne va pas se faire opérer, il va pas retrouver, il sera toujours assez fragile, donc voilà. T'as Chiesa, on sait pas comment on va le retrouver l'année prochaine, hein. Je rappelle qu'il s'est fait les croisés l'année dernière, mais voilà, il y aura quand même un temps de récupération et on sait pas à quel niveau on peut le retrouver. Vlahovic, il est arrivé, il a fait des très bons débuts, mais c'était quand même compliqué la fin de saison dernière. Et Di Maria, c'était leur dernière grosse recrue, Di Maria, ça fait 2 ans qu'il a pu jouer une saison complète au PSG, il a 35 ans si je me trompe pas, entre 34 et 36, donc il aura pas 50 matchs à faire dans la saison, donc finalement t'as quand même plein de points d'interrogation cette saison, et ils ont perdu aussi leur capitaine, Chiellini. Si je prends l'Inter, Dzeko il a 1 an de plus, Perisic, leur meilleur joueur de l'année dernière c'était Perisic, hein. Il est parti. Je sais plus si c'est au Bayern ou au Liverpool, je sais même plus. Mais comment? Tottenham. Ah aucun des deux, ok, merci Nico. Donc voilà, leur meilleur joueur est parti effectivement à Tottenham. T'as effectivement le retour de Lukaku et Aslani, sauf qu'après Lukaku, on sait très bien que voilà, il a fait finalement une bonne saison sur Cap, c'était à l'Inter, c'était sous Conte, donc il y a quand même aucune certitude non plus que tout fonctionne. Donc voilà, c'est pour dire aussi que même si notre mercato est pas effectivement incroyable, il y a aucune certitude en face où tu te dis eux, ils vont s'imposer, eux, ça va être facile et ça reste assez ouvert. Et puis pour finir sur la Roma, effectivement, s'ils conservent Zaniolo, etc., avec l'arrivée de Dybala et s'ils conservent Abraham, c'est intéressant. Mais je rappelle que leur défense est catastrophique. Donc quand on sait l'importance des défenses en Serie A, je serais pas étonné qu'ils prennent finalement beaucoup de valises cette année. Erco. Le mot de la fin, il va être relativement bref, je pense. De toute façon, je pense que mon mot de la fin, j'avais fait un petit peu avant. Donc, honnêtement, oui, c'est... Tu vas regarder la Coupe du Monde quand même. Non. Malgré l'absence de l'Italie et le fait que ça se passe... Bon, c'est vrai que ça se passe au Qatar, ça nous enchante pas particulièrement, mais... Non. Parce que moi je vais la regarder intensément en Coupe du Monde, même s'il n'y a pas l'Italie, c'est toujours formidable. Ces oppositions de style, ces hymnes, hein, c'est formidable aussi de voir ces joueurs chanter, cette passion, cette ferveur populaire, malgré le lieu qui est assez particulier. J'attends cette Coupe du Monde impatiemment pour ma part. Moi personnellement, de mon avis, j'ai quand même perdu pas mal de passion pour le football en général. Donc c'est principalement Milan et un peu la Serie A que je suis beaucoup maintenant comparé à avant où j'adorais aussi le football allemand, entre autres. Mais voilà, quand on voit les nouvelles règles, la VAR, maintenant de semi-hors-jeu qui sont trouvés, je trouve qu'on dénature beaucoup trop le football, et que l'argent prend une place de plus en plus impressionnante. Quand je vois que les derniers de Première Ligue, ils sont plus riches que les premiers de Serie A. Je suis d'accord sur la VAR, c'est une catastrophe ce truc-là. C'est une catastrophe, ça. Tu sais même plus célébrer un but, parce que voilà, tu sais même pas s'il va être annulé ou pas. Donc, et avec la nouvelle règle qu'ils ont installée du semi hors-jeu, parce que maintenant ils mettent apparemment un détecteur dans le ballon, et apparemment ils ont un peu comme comment ils appellent ça, la ligne, pour savoir si le ballon est rentré dans le goal ou pas. Ça va être le même principe pour le hors-jeu, donc maintenant on saura assez rapidement, donc, ce qui est peut-être une bonne chose. Mais le problème, c'est que c'est de hors-jeu qui va être un demi-millimètre, mais motif c'est aussi. Donc c'est carrément, je trouve, annihiler le football offensif, ça va plus te donner envie de faire des longues passes en profondeur. Je sais très bien qu'il y a une chance sur 2, il y a 4 chances sur 5 qu'elle soit annulée, parce qu'à cause d'un hors-jeu qui sera très très léger. Donc je pense que les grandes instances du football, justement, ils sont en train de tuer justement toute la passion, tout l'émerveillement qu'on avait pour le beau football qu'il y avait avant, avec certes des injustices, mais des injustices, c'est ce qui faisait parler les supporters aussi. T'en parlais le lendemain avec tes collègues, tu faisais justement des longs débats sur ça, parce que voilà, c'était ça qui te faisait justement animer les débats dans le football. Voilà, on peut dire ça comme mot de la fin, c'est que le football actuel, c'est parce que j'ai une grosse affection pour le Milan, mais le football actuel me dégoûte un petit peu. Et, voilà, en tout cas, moi, en tant que supporter de football, ça me perd un petit peu. Et c'est un sport que j'ai de moins en moins envie de suivre, en tout cas. Nico. Alors moi, mon mot de la fin, il va être par rapport au mot de la fin que j'avais eu lors de la dernière émission qu'on avait fait quand on a parlé du titre. J'ai passé un été incroyable. J'ai écouté Pearl is on Fire, ça a été ma musique de l'été.
Et même mon gamin de 3 ans qui la chante maintenant tout le temps à la maison, sans raison. Ça a été bon de pouvoir profiter d'un titre, de voir sur les réseaux sociaux les gars de l'Inter qui tiraient une gueule pas possible. Et de voir les fêtes qu'il y a eu à Milan, ou même si des fois c'était pas forcément une fête liée au club, mais ils mettaient la chanson et t'avais tout la foule qui reprenait Pioli's on Fire, comme si tout le monde en fait supportait le Milan, et rien à foutre de l'Inter. Les mariages avec, sur les réseaux sociaux où ça chantait partout. Enfin, c'était super et ça donnait beaucoup de bonheur en tout cas ce titre du Milan, et j'espère, parce que là en plus il y a si c'est l'Inter ou nous, il y aura la 20e au bout, et donc la 2e étoile, et j'espère à tout prix que ce sera nous, parce que ça peut être aussi très dur dans l'autre sens. Donc voilà, être les premiers en tout cas à passer devant l'Inter. La Juve sera, je pense, à tout jamais irrattrapable avec leur nombre de Scudetti. Donc il faut repasser devant l'Inter, en tout cas avoir la 2e étoile avant eux, parce qu'ils l'auront un jour ou l'autre, mais l'avoir avant eux c'est très important. Et c'est pour ça que cette saison-là, pour moi en tout cas, le championnat est essentiel, et j'espère que en tout cas les joueurs vont faire le maximum pour essayer de nous rapporter un 2e Scudetti consécutif. Je ne sais pas depuis combien de temps ce n'est pas arrivé, mais c'est vrai que ça, c'est ce qui me fait dire que ça va être compliqué, parce que ça fait très 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 longtemps qu'à Milan on l'a pas fait. Eh ben, ça date de Capello, tout simplement. Je pense qu'il faut revenir en 93, 94. Je crois que ça date de là, parce que sinon il y a le titre post-Juve. La Juve a été championne en 95. Le Milan de Capello est de nouveau champion en 96 avec Baggio. Et ensuite, il faut attendre le titre du Zach en 99. Et ensuite, c'est 2004. Donc finalement, oui, il faut remonter à 94. Donc puisses-tu avoir raison. C'est sur cette note positive d'optimisme, Nico, qui ne te ressemble pas, que s'achève cette 455e émission. Nous nous retrouverons samedi prochain après Milan Udinese. Bon week-end à tous. Salut! Ciao les gars. Salut. Bonne soirée.